Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par IAS et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, contexte, buzzword ou réalité. L'annonce de la disparition des cookies tiers dans un futur proche a incité les acteurs du marché à trouver des solutions innovantes afin d'assurer l'efficacité des campagnes. Le ciblage contextuel s'est ainsi imposé comme une solution complète qui permet à la fois de garantir la performance publicitaire mais également un meilleur contrôle de diffusion. Afin d'échanger sur les enjeux et opportunités qu'offre le ciblage contextuel, nous demanderons à nos invités quelles sont les principales raisons d'utiliser des solutions contextuelles, dans quel environnement ces solutions sont-elles opérationnelles et que peut-on attendre de nouveau dans les mois qui viennent. Avec la fin programmée des cookies, voient-ils nos invités des solutions contextuelles comme une alternative crédible pour assurer l'efficacité des campagnes? Pour en discuter, Anne Pézard-Alix de Bouygues Télécom, Paul Chaumont de Contexte, Aurélie Chaud de KR Wavemaker. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler de contexte, qui est quand même un mot très utilisé. Alors, on va se demander si c'est un phénomène de mode ou est-ce qu'il y a une réalité autour de ce buzzword. Pour en parler, trois invités. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Et bonjour Paul. Bonjour. Merci de me donner l'occasion de vous interroger, surtout qu'autour de la table, on a un triptyque quand même assez intéressant, c'est-à-dire une technologie, une agence et un annonceur en ta personne, Anne. Première question que je te poserai, Aurélie, et ensuite Anne, j'aimerais également avoir ton éclairage. Quelles sont pour vous les principales raisons d'utiliser des solutions contextuelles? Aurélie. Oui, alors il y a diverses raisons, j'en ai trois qui me viennent en tête assez rapidement. La première, c'est le contrôle de la diffusion. C'est quand même une des solutions qui nous permet globalement d'aller éviter tout ce qui est site de fake news ou site sur lequel globalement on n'a pas envie que nos annonceurs soient, tout en évitant le travers de juste l'usage du keyword comme élément d'exclusion de certaines pages. Je vous donne un exemple, si on exclut, on aurait tendance à exclure par exemple toutes les pages qui intègrent le mot vol, VOL, parce qu'on veut s'éviter les pages vol à l'arraché et tous ces sujets un peu négatifs. Mais on exclut aussi de facto toutes les pages dans ces cas-là qui parlent de vol en montgolfière, vol en hélicoptère ou je ne sais quoi, qui est plutôt sur le registre de l'évasion et du voyage, qui est beaucoup plus intéressant pour les annonceurs. Donc ça, c'est la première des raisons. La deuxième, dans le monde d'aujourd'hui, c'est que c'est une des solutions qui ne sera pas impactée par la limite que va nous offrir certains navigateurs en supprimant les cookies. Safari et Firefox par exemple. Par exemple, exactement. Et la dernière des raisons, je dirais que c'est tout ce qui est performance des campagnes, dans la mesure où on essaye de s'exposer dans des espaces où les internautes sont peut-être un petit peu plus réceptifs si on associe la publicité correctement au contexte dans lequel on se retrouve. On peut espérer un engagement un petit peu plus fort de la part de l'internaute. Même exemple, si on est en train de cibler des contextes autour de circuits de randonnée, qu'on est un annonceur qui vend des sacs de randonnée, on peut espérer que cette page contextualisée autour de la randonnée avec une publicité, avec des sacs de randonnée, quelque part, l'internaute est plus à même d'accepter, trouver la publicité assez cohérente et donc d'engager un petit peu plus, quoi. Merci Aurélie pour ce premier point de vue. Ton point de vue, Anne, en tant qu'annonceur, on a eu le point de vue de l'agence à l'instant. Les raisons principales pour lesquelles il te semble intéressant d'utiliser des solutions contextuelles? Il y a pas mal de points qui rejoignent ce que vient de dire Aurélie. Nous, c'est vrai que l'audience planning, c'était un peu une révolution dans nos milieux, mais ça signifie aussi un petit peu une perte de contrôle sur les environnements. Et en tant qu'annonceur, en fait, on se retrouve parfois confronté pour quelques impressions à des vrais enjeux d'image, puisque voilà. Et indirectement aussi, on se retrouve à financer, puisque la pub finance des sites et des éditeurs,
des éditeurs qui n'étaient pas forcément en adéquation avec nos valeurs, voire des sites de désinformation. Donc c'est cette perte de contrôle qui peut s'avérer ennuyeuse et qu'on est peut-être content de retrouver en partie. Moi ce que je trouve intéressant dans le contextuel, parce que là on parle de prévention des risques, c'est bien, mais c'est aussi de voir un petit peu la chose en positif, puisqu'aujourd'hui on essaye d'avoir des stratégies qui sont drivées sur l'usage, le besoin de nos consommateurs, d'être un peu plus auprès de ça et un petit peu moins dans des stratégies push. Et au regard de ça, tu évoquais le sujet de la randonnée. Nous, c'est vrai que par exemple, là on a des campagnes où on pousse la réparation de smartphones. On demande à notre agence d'être... j'ai vu ça dernièrement, effectivement. C'est vrai que je ne vais pas aller chez Bouygues pour réparer quelque chose, forcément. Évidemment. Et on demande à nos agences de cibler, par exemple, des tutos de réparation de téléphone. Ça paraît complètement idiot, mais ça marche forcément... mieux qu'autre chose. Enfin, il y a quand même une certaine crédibilité de votre part pour en parler quand même. Exactement. Mais c'est là aussi, c'est là qu'on va trouver c'est sur ces environnements-là qu'on va trouver nos cibles via l'usage et via le besoin dont elles ont. C'est vraiment une stratégie où on adresse des signaux faibles en fait, voire des signaux forts, quoi. Et des vraies intentions. Donc là, il y a un vrai intérêt. Et puis ça peut aussi nous permettre, j'ai aussi le B2B dans mon scope, à gagner en crédibilité. Parce que on a des campagnes publicitaires qui sont plutôt sur des codes de légèreté, etc. Et puis quand on a une cible B2B qui a besoin de se sentir écoutée et qui a besoin aussi d'avoir un émetteur crédible en face, s'inscrire dans les bons contextes, ça peut nous aider aussi à faire le job. Merci Anne. Alors Paul, on vient d'avoir à l'instant les motivations, les principales motivations de la part d'une agence et d'un annonceur, c'est pas rien, sur les raisons d'utiliser des solutions contextuelles. Est-ce que tu peux nous expliquer, puisque tu es au cœur de la machine, j'allais dire à travers la technologie Context qui appartient aujourd'hui à IAS, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionnent les solutions contextuelles, mais d'ailleurs pour tout type de contenu, que ce soit du texte, de la vidéo, de l'image et même de l'audio? Oui, c'est très important d'ailleurs la notion de tout type de contenu. Nous, on a l'habitude de dire que c'est un peu un triptyque. La première base, c'est une base technologique qui est très forte et il ne faut pas l'oublier parce qu'on a beaucoup de recherche et développement derrière. Ça consiste tout simplement à développer des algorithmes qui sont capables de comprendre des signaux. Donc des signaux, ça va être par exemple de la reconnaissance faciale, de la compréhension de lieux, de la compréhension de séquences, voire même de la compréhension de langage, tout simplement. Capable de comprendre ce que les gens vont dire ou ce qu'ils vont écrire. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une sorte de classification multimédia, parce qu'on est capable d'adresser autant des vidéos que des tweets, qu'un podcast, etc. Donc cette base technologique est très très forte. Seulement elle ne sert à rien si on n'intègre pas derrière une base produit qui va nous permettre de donner du sens. Souvent ce qu'on dit, c'est qu'on essaie d'objectiver ce qu'on est capable de regarder. Et on a une métaphore qui est assez simple, qui est de dire, si on prend un enfant de 5 ans, il va être capable de nous dire, ça c'est une table, ça c'est une télé, ça c'est une personne. Mais derrière, ça ne suffit pas d'avoir tous ces signaux, il faut les croiser pour créer du sens. De dire, l'addition de toutes ces choses-là, ça nous laisse penser qu'on est sur un plateau télé, qu'on est en pleine émission. Et donc ça, c'est très très important parce que ça nécessite finalement de recréer une forme de compréhension du monde sur n'importe quel type de sujet et de se poser la question, littéralement, de tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, finalement, quel sens on peut y donner. Et la troisième couche qui est évidemment très importante, c'est la couche marché. Et là, c'est très important parce qu'en fait, objectiver tout ce sens-là n'a pas d'intérêt si on n'a pas des normes communes avec le marché pour être capable de dire qu'est-ce qu'on appelle, je vais donner 2 exemples, et c'était très important de dire, finalement, on a un aspect négatif qui est la protection sur la brand safety, et on a un aspect très positif qui est le contextual targeting. Sur les aspects, on va dire, négatifs de brand safety, aujourd'hui, une des normes du marché la plus grosse, c'est la classification GARM, qui dit, par exemple, qui statue sur ce que doit être le terrorisme. Par exemple. D'accord. Et donc, tu peux me rappeler ce que veut dire la classification GARM? Alors, je crois que c'est Global Alliance, j'ai plus le R. En tout cas, c'est un système de classification des différents types de contenus, c'est ça? Exactement. C'est un consortium qui dit, par exemple, tel article, il traite de terrorisme. Et on dit, selon tout un tas de normes qui sont écrites, qui disent, un article qui traite de terrorisme, c'est ça. Un article qui fait l'apologie du terrorisme, c'est ça. Et un article qui parle de terrorisme de façon excessive ou de façon démesurée ou en montrant des choses qui ne devraient pas être montrées, c'est ça, avec des niveaux de risque. Et donc ces normes, en fait, il faut qu'on les intègre, tout simplement parce que c'est le seul moyen pour nous d'envoyer des signaux qui soient clairs et qui soient partagés avec l'intégralité du marché. Et donc ça, encore une fois, c'est d'une complexité assez forte, puisque si je prends, dans le cas, pour le coup, d'un exemple assez positif, on a une autre classification, donc qui est l'International Advertising Bureau, qui lui va définir par exemple que la catégorie football
c'est une norme qui est... Tu parles de l'IAB ? Voilà, exactement. C'est Internet Advertising Bureau ou Interactive Advertising Bureau, oui, pour les puristes. Exactement. Mais international, c'est pas mal non plus. Et en fait, si on dit la classification, la catégorie football, c'est l'IAB 222, on doit être capable de définir ce que ça veut dire qu'un contenu de football. Est-ce que si je vois par exemple un footballeur à la télé, qui est dans une autre émission, ça me suffit à dire que c'est quelque chose qui parle de football? Est-ce que si je vois par contre Kylian Mbappé avec un maillot du Paris Saint-Germain sur un terrain de foot, est-ce qu'on parle bien de football? D'accord. Donc, voilà, toutes ces normes, elles sont importantes à respecter parce que c'est la seule manière de communiquer finalement avec le reste du marché. Donc, si je résume la manière dont fonctionnent les solutions contextuelles, il y a 3 éléments très importants. Le premier élément, c'est cette notion de classification. Je reprends les termes que tu as évoqués. C'est la technologie. Exactement. Ensuite, il y a la notion de trouver des signaux, en tout cas, si j'ai bien compris. En tout cas, de les croiser. Exactement. Et en les croisant, donner du sens. Voilà. Et enfin, dernier élément, c'est la norme. Exactement. Une norme avoir commune, des normes partagées. Que ce soit au niveau des contenus ou que ce soit également au niveau publicitaire au sens large, savoir si ça convient bien, entre guillemets, dans un environnement publicitaire. Alors, une fois que tu m'as dit tout ça, c'est dans quel environnement ces solutions sont-elles opérationnelles aujourd'hui et est-ce qu'il y a des choses qui vont peut-être évoluer dans les mois qui viennent? Ouais. Alors, nous, on pense qu'on est au début de l'histoire. C'est-à-dire, on pense qu'on est vraiment au début de ce qu'on est capable de faire en contextuel sur le marché. Ces solutions, elles sont déjà opérationnelles. Et d'ailleurs, nous, on est parfaitement agnostique d'où elles sont opérationnelles. C'est-à-dire, on peut travailler sur un podcast sur Spotify, comme sur, par exemple, des vidéos sur YouTube ou sur l'open web ou pour un média. Ça n'a pas d'importance, quel que soit le type de média, que ce soit un article, que ce soit une vidéo, etc., que ce soit un tweet, une fois de plus. Et on est agnostique aussi du temps de diffusion. C'est-à-dire, on est capable de faire du temps réel. Et on est capable de faire du post-bid, etc. Et ça, c'est très important à comprendre parce que technologiquement, c'est quelque chose qui est assez nouveau, mais qui est très très fort. C'est-à-dire on est capable en fait, de processer des millions de contenus en temps réel et de renvoyer une réponse en temps réel. Maintenant, les challenges qui existent, de mon point de vue, il y en a 3. Le premier, c'est ce que j'appelle la notion de localisation, c'est-à-dire c'est les biais culturels. C'est-à-dire il y a un moment, quand on est sur un marché, je vais vous donner un exemple très simple. On est capable de détecter, par exemple, quand on a des personnes qui vont être en soutien-gorge, peu importe où, à vrai dire, par rapport à ce qu'elles disent, par rapport à ce qu'elles font, en fait, ça ne va pas être accepté de la même façon qu'on soit en France, aux États-Unis ou dans un autre pays. Et donc ça, c'est très important. Pareil sur la question de la langue. On utilise des mots, on utilise des phrases qui n'ont pas le même sens, même traduites, selon l'endroit où on est. Donc ça, c'est vraiment on va dire le premier challenge. Le deuxième, c'est la taille potentielle des contenus. Si on parle d'un film, par exemple, ou d'un documentaire, c'est pas du tout la même chose que d'avoir une vidéo TikTok d'1 minute 30. Donc si je vois quelqu'un jardiner dans une vidéo TikTok d'1 minute 30, je peux déduire que ça parle de jardinage. Si je vois quelqu'un jardiner même pendant 15 minutes sur un documentaire qui en fait 1h30 et qui parle de politique, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc là, encore une fois, on rentre dans un système de règles qui est quand même éminemment plus complexe. Et le troisième gros challenge, c'est aussi la notion d'intégration. C'est-à-dire que si ces solutions sont opérationnelles, comment on s'assure qu'elles soient intégrées pour qu'elles soient complètement fluides, en fait, entre le moment où nous, on va réceptionner des contenus, on renvoie ces informations et ces informations vont être utilisées en temps réel sur le marché pour prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire qu'il s'agisse de bloquer des contenus parce qu'ils sont problématiques ou d'en tirer avantage parce qu'on a un contexte qui est justement parfaitement adapté. Merci Paul. Aurélie, Anne, est-ce que ces développements correspondent à ce que vous attendez? Est-ce que vous avez des souhaits particuliers? On a parlé des biais culturels qui ne sont pas forcément des choses auxquelles on pense forcément, la taille également des contenus. De ton point de vue, Aurélie, par rapport à ces développements, est-ce que tu as des souhaits additionnels peut-être? On a toujours des souhaits en agence. Toujours. Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense comme Paul, effectivement, que le marché a encore besoin de se normaliser, se standardiser sur finalement c'est quoi la définition d'un contexte. En termes de souhaits, bien que la partie très textuelle soit beaucoup plus simple entre guillemets désormais et sur lequel on voit beaucoup d'offres contextuelles sur le sujet, on est encore un peu au début, je trouve, de l'offre contextuelle sur des contenus à la fois audio et vidéo qui sont quand même un peu plus complexes à traiter. Donc ça, on est au début et c'est déjà assez chouette. On est au début notamment sur la partie brand safety et on n'y est pas encore tout à fait sur la partie targeting, je trouve. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est
Nous, on a aussi besoin que ces ciblages contextuels, alors là, plus dans la catégorie brand safety, évoluent sur tout ce qui est contenu UGC, donc les contenus qui sont travaillés par les... Exactement. Merci. Donc tous les contenus créés par les internautes, où là, voilà, on a encore cette problématique de s'assurer que le contexte est suffisamment bon pour notre annonceur, et surtout, au-delà des contenus créés par l'internaute, tout ce qui est génération de commentaires dans les différents posts, sous les vidéos sur YouTube, etc. Et ça, c'est des choses sur lesquelles de plus en plus on essaye de garantir la brand safety auprès de nos annonceurs, mais c'est pas encore toujours évident. Et dans nos souhaits, on aimerait que le marché continue aussi à progresser vers des solutions contextuelles, peut-être un peu prédictives, sur lesquelles, au-delà du fait où on sait que voilà, l'univers de contexte qu'on cherche, c'est, je reprends mon exemple de la randonnée, des circuits de randonnée, arriver demain à nous dire les internautes qui interagissent avec ces contenus-là sont aussi des fans d'art, des fans de culture, je ne sais quoi, et du coup agrandir un peu l'univers contextuel et pouvoir nous diffuser plus largement les campagnes. Une sorte de potentiel de sérendipité marketing. Je m'explique. Quelqu'un qui va faire de la randonnée, on va se rendre compte qu'il est passionné par le 15e siècle et donc on va lui donner des campagnes publicitaires qui sont autour de cet univers-là en achetant des bouquins ou je ne sais quoi, par exemple. C'est ça ? Et puis agrandir, oui, et puis surtout agrandir ce potentiel et ne pas se ranger que à ce qui nous paraît un peu direct comme lien et finalement trouver d'autres contextes qu'on n'aurait peut-être pas imaginé et qui peuvent nous donner plus de potentiel sur la campagne. Ce qu'on appelle souvent les signaux faibles. Exactement. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Aurélie. Anne, de ton côté justement, tout comme Aurélie, est-ce qu'il y a des souhaits que tu aimerais, ou en tout cas est-ce que tu as des souhaits par rapport à ces fameux développements qu'a évoqué Paul ? On parlait de biais culturels, de signaux faibles à l'instant. Qu'est-ce que tu vois toi aussi ? Non, c'est assez effectivement intéressant. Ça ouvre plein de perspectives. Pour moi, il y a toujours un petit peu quand même cet enjeu de la fiabilité, parce que comme tu l'as dit avec l'UGC, en fait, les écosystèmes digitaux ne créent plus vite du contenu qu'on est en capacité de les contrôler. Et en fait, on se retrouve toujours un petit peu à courir après un train qui va vite. Et pour autant, c'est intéressant de tout exploiter, en fait. Maintenant, on est vraiment sur de la long tail. Donc voilà, donc cet enjeu est fort. Et puis, moi, je me retrouve avec mes campagnes de smartphones durables. Comment est-ce qu'on peut adresser un peu plus de volume, parce que finalement là on se parle de dentelle. Enfin pour moi contextuel égale encore un petit peu de la dentelle. On est sur de la niche, un usage identifié qu'on va adresser avec notre bon sens, etc. Et comment est-ce qu'on industrialise un petit peu ça ? Et moi c'est les retours que peuvent me faire mes partenaires quand je leur demande d'être trop pointus sur du contexte. Ça peut être contre-productif. Quand tu dis être trop, c'est un peu comme l'usage de la data, c'est-à-dire qu'à force d'utiliser trop de data en tant qu'annonceur, on se retrouve avec un volume qui, en termes, va pas forcément faire vendre plus de téléphones. Après, moi, on a aussi des campagnes d'images. Bien sûr. Voilà, donc on a des campagnes de noto. On a des campagnes sur des sujets associatifs, par exemple, qui passent pour autant en télé, donc on veut quand même adresser au grand public. Donc là c'est intéressant. Après, on fait aussi effectivement du business. Effectivement. Alors justement, on en arrive déjà à notre dernière question, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu viens de le dire, Anne, on ne se rend pas compte. Mais en fait, on parle souvent du contextuel comme si on mettait une machine et en gros, ça roule. Mais en fait, c'est de la dentelle, comme tu l'as évoqué, et qu'il y a aussi une notion d'optimisation de tous les instants. Parce qu'on touche à du contenu qui a du sens pour un certain nombre d'internautes et qui peut aboutir parfois à des quiproquos ou dû à des biais culturels, comme tu le disais tout à l'heure, ou à des pertes d'opportunités parce qu'on n'aura peut-être pas été suffisamment loin dans l'analyse des contenus qui peuvent être faits. Et je fermerai juste la parenthèse là-dessus. Mais souvent, quand on parle du contextuel, on l'associe bien sûr avec la fin programmée des cookies. D'où cette dernière question pour vous deux, Aurélie et Anne. Avec la fin programmée des cookies, est-ce que vous voyez des solutions contextuelles qui deviennent vraiment une alternative, mais plus que crédible,
pour assurer l'efficacité des campagnes, parce que c'est quand même ça l'objectif aussi derrière, de ton point de vue, Aurélie. Alors de mon point de vue, déjà le ciblage contextuel, c'est pas si nouveau que ça. Ça fait quand même très longtemps en réalité quand on faisait un peu en média, on faisait un peu du ciblage contextuel. Avant que le ciblage comportemental soit le roi, et le ciblage contextuel existait déjà. En revanche, son évolution technologique et aujourd'hui les capacités qu'on retrouve grâce globalement aux entreprises qui se sont intéressées à ce sujet et qui l'ont fait beaucoup évoluer avec le machine learning, l'intelligence artificielle et toutes ces choses qui vont derrière, nous offre une dynamique et des possibilités qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années et qui nous permettent d'être beaucoup plus pointus. Et donc oui, dans ce cadre-là, c'est une alternative crédible à cette fin programmée des cookies. C'est pas la seule. Tous les univers qui possèdent un ID et tous les univers logués permettent déjà ce type d'approche. Maintenant, comment ces deux mondes vont se retrouver demain à vivre ensemble, ça sera peut-être une autre émission. Mais en l'occurrence, oui, je pense que ça va être quelque chose d'assez fiable, quelque chose qui va nous permettre de passer le pas peut-être un peu plus facilement que d'autres solutions parce qu'elle existe déjà. Maintenant, il va falloir qu'on avance sur comment mesurer la performance de cette typologie de ciblage. Est-ce que ça fonctionne finalement mieux, moins bien? Il est le temps de faire des benchmarks là, maintenant, avant que tous ces cookies s'arrêtent. Et ça va nous demander, nous aussi, de revoir un petit peu la manière dont on travaille avec les annonceurs, puisque au-delà du sacro-saint profil du consommateur, il va falloir aller chercher finalement cet univers de contexte, ce profil contextuel de l'annonceur, les bonnes thématiques, les bonnes catégories, les bonnes émotions qu'on veut aller chercher et de travailler peut-être un petit peu différemment les briefs. Merci Aurélie. De ton point de vue, Anne, la fin programmée des cookies, est-ce que pour toi, les solutions contextuelles, c'est une alternative crédible, notamment en termes d'efficacité des campagnes? Alors oui, évidemment, et puis je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire autour de cette table, c'est effectivement quand on se renseigne un petit peu et qu'on s'inquiète un peu du monde post-cookie, c'est une des alternatives qui ressort. Je me souviens quand il y a eu les premières annonces sur la fin programmée des cookies, tout le monde a levé les bras au ciel en disant on va revenir au media planning de il y a 20 ans. Et justement, pour moi, l'enjeu, l'intérêt là, c'est que non. On revient sur quelque chose qui est philosophiquement proche, mais on s'outille, on industrialise, on automatise et on rend le truc plutôt intéressant. Et voilà, et effectivement, c'est pas hyper nouveau. Nous, on sait que nos strates, j'ai dit tout à l'heure, sont assez orientées usage, signaux faibles, donc le contextuel est évidemment déjà activé au sein de nos campagnes. Et pareil, je vois que c'est une alternative crédible. Il y en a d'autres. Moi, je crois aussi beaucoup au pouvoir de la first party et l'utilisation des bases clients comme outil pour évaluer des drivers. Notamment à travers d'un outil qu'on appelle le Customer Data Platform, CDP, qui est quand même la quintessence de l'exploitation de la first party data. En opposition, je fais un petit rappel pour ceux qui nous écoutent, en opposition à la DMP qui est plus orientée vers l'extérieur en fait, et qui a parfois joué un peu des tours, pour ne pas dire créer de la déception chez certains annonceurs. Je ferme la parenthèse. Mais effectivement, l'exploitation de la first party data, c'est vraiment, travailler sur son patrimoine, et en tout cas, en ce qui vous concerne chez Bouygues, voilà. Il y a de quoi faire, exactement. Donc, ok. C'est très très clair. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être, Paul, sur sur les solutions contextuelles? Là, tu es un peu jugé parti, j'en conviens, mais ça m'intéresse quand même d'avoir cette notion d'alternative crédible. Au-delà de dire que c'est une alternative, évidemment, moi, je pense que c'en est une, mais au-delà de ça, ce que je trouve qu'en fait, c'est surtout passionnant parce qu'on rentre dans un monde dans lequel, on en parlait tout à l'heure, typiquement les contenus UGC, on est sur quelque chose qui est excessivement mouvant, qui change quasiment au jour le jour. Un jour, puis un autre, une personne devient non grata ou problématique, un pays rentre en guerre, etc. Donc c'est quelque chose qui J'allais dire le syndrome Will Smith, presque. Oui, mais c'est excessivement vrai. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on se dit, tiens, en tant qu'annonceur, j'ai pas forcément envie. Et puis, il y a peut-être certains contenus qui deviennent problématiques et bloquants. Les langues changent tous les jours. Il y a des nouveaux mots qui apparaissent, qui deviennent très vite, qui doivent soit être bloqués, soit être mis en valeur, etc. Donc, tout ce changement, il est excessivement, il est passionnant selon moi, et c'est là où le contextuel intervient en fait, c'est de dire il faut qu'on ait des solutions qui soient excessivement réactives sur un marché où on a
des millions, si ce n'est des milliards de contenus chaque jour, et qu'on ne peut pas avoir le contrôle, on ne peut pas avoir de contrôle humain là-dessus. Donc il faut qu'on apporte cette brique technologique pour être capable d'y répondre. Merci Paul, merci Aurélie, merci Anne. On n'en a pas tout à fait terminé puisque nous avons notre partenaire média qui va vous poser une question surprise, mais ne vous inquiétez pas, qu'il y a une question auxquelles beaucoup d'annonceurs pensent et je vous remercie par avance d'y répondre. C'est la question 100% média. Alors, je vous rappelle le principe de la question 100% média. C'est notre partenaire 100% média. Et là, en l'occurrence, ce sera Carole Elouk, qui est directrice générale de Offre Média, qui va vous poser une question sur notre thématique. Carole, c'est à toi. Quel est votre killer argument pour convaincre les annonceurs à choisir le ciblage contextuel plutôt qu'une autre méthode? Merci. Je vais commencer par toi, Paul. Désolé, mesdames, normalement, j'aurais dû faire le contraire, mais quand même, parce que la question, c'est quel est le killer argument pour inciter les annonceurs, et Anne, tu répondras en dernier, pour expliquer en quoi les solutions contextuelles sont intéressantes pour la performance publicitaire. Donc, 60 secondes pour répondre. Top chrono. Je ne vais pas la jouer facile en disant la fin des cookies, parce que ce serait trop simple, mais moi je dirais, j'ai répondu juste un peu avant, je dirais l'accélération du monde. L'accélération du monde et l'accélération du nombre de formats de contenus médias qui sont partagés et la réactivité qu'on doit en avoir. Et donc, à un moment, en fait, typiquement les données personnelles, si on ne prend que ça, ne peuvent pas simplement y répondre, puisqu'on voit bien à quel point tout est changeant, tout est mouvant, même les gens en eux-mêmes changent de passion, changent d'avis très très rapidement, et que donc le contextuel permet d'apporter justement cette flexibilité dans l'approche, selon moi. Bah, c'est parfait, tu fais ça en 25 secondes. Donc tu as la killer argument, tu pourrais prendre l'ascenseur sans problème avec n'importe qui. Voilà. Pour expliquer l'intérêt justement des technologies contextuelles pour le compte des annonceurs. Aurélie, est-ce que tu es prête? Tu as 60 secondes. La régie, est-ce que vous êtes prêts pour le chrono? Parce qu'on était... ok. Donc... Top chrono. Alors, je ne vais pas parler de la fin des cookies aussi, puisque même si c'est l'argument quand même évident du moment, en revanche, je vais parler plutôt de la pertinence des campagnes, parce que je trouve aujourd'hui qu'il y a des belles histoires à raconter quand on est capable d'aller chercher les bons contextes, comme Anne l'a un petit peu raconté sur ce que vous faites avec Bouygues, mais je pense sincèrement que ça permet aussi un meilleur engagement, une meilleure performance de la campagne. Ça ne peut pas être le seul moyen peut-être un peu trop petit pour des diffusions à grande échelle, mais c'est une manière quand même d'aller discuter avec un internaute, entretenir une conversation autour de passion point, d'intérêt, de quelque chose qui peut être beaucoup plus proche de l'internaute et qui permet d'engager plus fortement. Merci, 40 secondes, magnifique, mais vous êtes exceptionnel sur ce plateau. Tu as la pression, Anne. C'est jamais évident de parler en dernier parce que tout a été un petit peu dit. Effectivement, l'enjeu pour nous, c'est effectivement de créer une relation durable avec... Alors attends, j'ai pas encore dit top chrono. Région Romer. Mais t'étais prête. Hein. Donc allez, top chrono. Bon, tout vient d'être un petit peu dit, mais en l'occurrence, effectivement, nous, l'enjeu et ce que va nous apporter aussi cette démarche, au-delà de tous les sujets post-cookie, c'est vraiment de créer une relation durable avec des prospects qui, on l'espère, deviennent des clients. Et effectivement, la publicité, quand elle est adressée dans le contexte qui va bien, autour des usages, on se parlait de passion, etc., elle va forcément être plus porteuse de sens et in fine aussi, travailler notre image de marque en tant que marque émettrice et qu'annonceur. Merci Anne. 30 secondes, c'est parfait. Non, en tous les cas, mis à part mon petit jeu avec les chronos, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup appris sur le contextuel et qu'on parlait de dentelle tout à l'heure. Ça donne une vision très claire sur en quoi le contextuel est important aujourd'hui et en quoi les technologies aident beaucoup, mais que derrière, il y a quand même une dimension très humaine dans le sens où il y a l'optimisation qui est extrêmement importante, ce qui pose un problème. On peut créer un nouveau besoin, c'est cette industrialisation dont tu faisais mention tout à l'heure. Et en tous les cas, ça ne fait que commencer et j'ai été ravi d'avoir été
été peut-être beaucoup plus loin que ce que j'ai entendu jusqu'à présent sur le ciblage contextuel. Et je pense que la qualité de vos interventions y est pour beaucoup. Donc merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à toi. Avec plaisir. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour du contexte. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à IAS et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.